À la une aujourd'hui, 21 avril 2026, en République démocratique du Congo. Une vidéo de violence impliquant des militaires enflamme Kinshasa. La justice militaire est saisie et l'affaire prend une nouvelle dimension. Pendant ce temps, la révision constitutionnelle franchit une étape concrète. L'Union sacrée ouvre officiellement le chantier des propositions citoyennes et une alerte économique majeure. Un ancien Premier ministre tire la sonnette d'alarme sur l'avenir des minerais congolais. Salut à tous! Si ce format vous aide à mieux comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo, abonnez-vous et partagez pour soutenir la chaîne. Voici les informations importantes d'aujourd'hui. Expliquer simplement. Commençons par l'affaire qui secoue Kinshasa depuis ce week-end. Rappel des faits pour ceux qui n'ont pas suivi. Rebo Chulo, de son vrai nom Deborah Moulanga Chimpaka, est une chanteuse congolaise connue du grand public. Le vendredi 17 avril, lors d'un tournage de clip sur le boulevard Tchatchi à Kinshasa, son sac est volé. Il contenait un téléphone iPhone, un passeport, des bijoux et de l'argent. Le suspect est rapidement identifié grâce aux caméras de surveillance. Il s'agirait du chauffeur du réalisateur du clip. Jusqu'ici, c'est une affaire de vol ordinaire. Mais c'est ce qui se passe ensuite qui a tout changé. L'entourage de l'artiste contacte un officier militaire pour retrouver le suspect. Des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo interviennent dans ce qui est une affaire privée. Le suspect était retrouvé, ramené dans la résidence de l'artiste. Et là, une vidéo filmée par un voisin montre la suite. On voit un homme soumis à des coups et sévices d'une violence extrême, administrés par des militaires en uniforme. Une scène de châtiment extrajudiciaire dans une parcelle privée. Cette vidéo explose sur les réseaux sociaux le dimanche 19 avril. Kinshasa est sous le choc, mais l'affaire ne s'arrête pas là. La victime, Platini Sadissa, présenté comme le chauffeur de l'artiste, a pris la parole après sa libération. Il affirme avoir été détenu au camp Kokolo, soumis à des sévices de la part de la police militaire, séquestré et contraint de faire des aveux sous la pression. Il accuse l'entourage de Rebo Chulo d'avoir commandité ces actes, des accusations graves qui restent à établir par la justice. Une autre dimension vient complexifier encore le dossier. Rebo Chulo a publiquement accusé Atara Coutinho, présentée comme la sœur de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, d'avoir capté et diffusé la vidéo depuis son domicile. Atara Coutinho rejette ces accusations qu'elle qualifie de calomnieuses et a saisi la justice à son tour. Face à l'ampleur de la polémique, le ministre d'État à la Justice, Guillaume Ndjefa, a réagi hier lundi par un communiqué officiel. Il dit avoir visionné la vidéo montrant de graves violences impliquant notamment des hommes en uniforme et qualifie les faits présumés d'infractions graves. Torture, coups et blessures volontaires, incitation de militaires à poser des actes contraires à la loi. Il a donné injonction à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo d'ouvrir une enquête judiciaire pour établir les faits, identifier les responsables et engager des poursuites. Ce qu'il faut comprendre ici, cette affaire dépasse le cadre d'une simple polémique people. Elle pose une question fondamentale. Peut-on utiliser des militaires comme force d'intervention privée ? L'armée n'est pas une police privée. Personne, quel que soit son statut ou sa célébrité, n'a le droit de faire appel à des soldats pour régler un différend personnel. Et une personne suspectée de vol, aussi répréhensible que ce soit, a des droits. La torture est un crime. Cette enquête militaire doit aller jusqu'au bout, parce que si elle s'arrête en chemin, elle dira beaucoup sur l'état réel de l'état de droit en République démocratique du Congo. Deuxième information, et celle-ci est politiquement très importante. Depuis plusieurs mois, le débat sur une éventuelle révision de la Constitution agite profondément la scène politique congolaise. La Constitution actuelle date du 18 février 2006. Elle a été adoptée après des années de guerre civile et consacre des principes fondamentaux, notamment la limitation des mandats présidentiels à 2. Des voix proches du pouvoir au sein de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique soutenant le président Tshisekedi milite pour une révision. Les arguments avancés, adapter le texte aux réalités actuelles, corriger certaines lacunes constatées dans son application. Les opposants, eux, voient dans ce projet une tentative déguisée d'ouvrir la voie à un 3e mandat pour Félix Tshisekedi. Une accusation que le camp présidentiel réfute. Ce débat a provoqué des manifestations,
des arrestations, comme celle des militants du parti Essidé de Martin Fayoulou dimanche dernier, et des tensions croissantes dans tout le pays. Aujourd'hui, nouvelle étape franchie. Dans un communiqué officiel, l'Union sacrée de la Nation annonce le lancement d'une phase de collecte des propositions citoyennes en vue d'une éventuelle révision de la Constitution. Concrètement, partis politiques, sociétés civiles, confessions religieuses, universitaires, syndicats, organisations non gouvernementales, juristes et tout citoyen congolais, qu'il vive au pays ou dans la diaspora, est invité à soumettre ses propositions avant le 20 mai 2026. Une commission technique sera ensuite mise en place pour examiner, synthétiser et évaluer l'ensemble des contributions. Le rapport final sera transmis directement au président Tshisekedi. Ce qu'il faut comprendre ici, cette démarche a l'apparence de la consultation démocratique. Mais 2 questions restent ouvertes. Première question, est-ce qu'une consultation organisée par la majorité au pouvoir peut être considérée comme véritablement inclusive? Les partis d'opposition qui s'opposent à cette révision vont-ils y participer ou la boycotter? Deuxième question, la plus sensible. Sur quels articles exactement cette révision va-t-elle porter? Si la limite des mandats présidentiels est touchée, la réaction dans le pays pourrait être explosive. Le processus est lancé. On va suivre ça de très près. Troisième information, économique celle-ci, mais avec des conséquences directes sur l'avenir du pays tout entier. Rappel du contexte. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du monde en ressources minières. Cobalt, coltan, cuivre, or, lithium, le sous-sol congolais contient des minerais qui font tourner l'économie mondiale. Ces ressources représentent la principale source de revenus du pays. Pour exporter ces minerais, il faut des corridors de transport, des routes et des chemins de fer qui relient les mines aux ports maritimes. Aujourd'hui, 2 corridors sont au cœur du débat. Le corridor de Banana, un axe ferroviaire de 3300 km qui traverserait le Congo de l'Est vers le port de Banana sur l'Atlantique, le seul port en eau profonde du pays. Ce corridor est congolais, il renforcerait la souveraineté nationale. Mais il accuse un retard notable dans sa réalisation. Le corridor de Lobito, lui, relie les mines du Katanga congolais jusqu'au port de Lobito, en Angola. Pour le compléter, il ne manque qu'une section ferroviaire entre Kolwezi et Dilolo pour rejoindre le rail angolais. Plus court, plus rapide à réaliser, mais il passe par un pays étranger. L'ancien Premier ministre Sami Badibanga tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Son message est clair et grave. Si les minerais congolais sont massivement évacués vers l'Angola via Lobito, la République démocratique du Congo risque de perdre le levier économique qui justifie les investissements dans ses propres infrastructures. Expliquons ça simplement. Les grandes entreprises investissent dans des routes et des chemins de fer parce que les minerais rendent ces investissements rentables. Si les minerais partent systématiquement par l'Angola, qui va investir dans les infrastructures congolaises? Personne. Et sans infrastructure, pas d'agriculture développée, pas d'industrialisation possible, pas de développement économique durable. Des millions d'emplois perdus. Des centaines de milliards de dollars de valeur économique qui profitent à l'Angola plutôt qu'au Congo. Badibanga appelle à un débat national urgent, réunissant décideurs, experts, acteurs économiques et sociétés civiles pour trancher cette question stratégique. Ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas un débat technique réservé aux experts, c'est une question de souveraineté. Un pays qui exporte ses richesses d'Ugidis brutes par les ports d'un pays voisin, sans investir dans ses propres infrastructures, c'est un pays qui construit la prospérité des autres. Choisir le corridor de Banana, c'est choisir que le Congo se développe lui-même. Ce débat mérite d'être entendu au plus haut niveau. La 4e information, elle vient de l'est du pays. Dans le territoire de Mambaza, en province de l'Ituri, 5 femmes, dont une mineure âgée de 15 ans, ont été victimes d'un viol collectif, perpétré le 16 avril par des hommes armés non identifiés. L'attaque a eu lieu au village Magiho, dans la chefferie des Babila Babombi. Les assaillants ont frappé vers 22 heures, pillant les biens des habitants, prenant des personnes en otage, et commettant ces actes ignobles avant de fuir. C'est une réalité que les chiffres ne peuvent pas vraiment capturer. Des femmes, des familles, un village terrorisé, des vies brisées en une nuit. La société civile locale appelle les autorités à renforcer d'urgence les dispositifs sécuritaires dans cette zone.
Dans cette même zone de Mambasa, la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais, qui mènent des opérations conjointes contre les forces démocratiques alliées, a libéré une centaine de civils qui étaient les noms et retenus en otage par ce groupe armé. Rappel, les forces démocratiques alliées sont un groupe rebelle ougandais présent en territoire congolais depuis plusieurs décennies. Ils sont responsables de centaines d'attaques, de massacres de civils et d'enlèvements dans le Nord Kivu et l'Ituri. Cette libération est une victoire opérationnelle réelle. La société civile de l'Ituri a salué cet engagement, tout en demandant aux autorités de poursuivre l'effort pour libérer d'autres personnes encore captives. Cinquième et dernière information, en lien direct avec ce que nous venons d'entendre. La coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu a exprimé vendredi dernier, lors d'une réunion à Musienene dans le territoire de Lubero, sa profonde inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la province. Le constat est alarmant. Une recrudescence des violences, des massacres de civils, des déplacements massifs de population, le tout alimenté par l'activisme combiné des forces démocratiques alliées et de l'Alliance Fleuve Congo, aile armée du mouvement du 23 mars. Des milliers de familles vivent aujourd'hui dans des conditions précaires, sans protection suffisante, sans assistance adéquate. Et pendant ce temps, à Lubumbashi, des déplacés du Kivu ont passé la nuit devant le siège du gouvernorat du Haut-Katanga pour réclamer une aide humanitaire qui ne vient pas. Des femmes, des enfants, sous la pluie et le froid. Le président de l'organe délibérant leur avait promis une réponse urgente il y a des semaines. Ce dossier est toujours classé dans les tiroirs. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a une guerre à l'Est, il y a des accords signés à Montreux, déjà violés, il y a des civils qui fuient, et il y a des déplacés qui arrivent dans des villes comme Lubumbashi, et personne ne les attend. La chaîne de solidarité nationale était brisée. Et ça, c'est aussi une urgence. On voit un pays sous pression sur tous les fronts à la fois. En conclusion, une justice militaire saisie pour des violences qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Une révision constitutionnelle qui avance malgré les tensions. Des corridors économiques qui vont déterminer l'avenir du pays pour des décennies. Des femmes violées dans l'Ituri. Des civils libérés à Mambasa. Et des déplacés qui dorment devant un gouvernorat. C'est ça, le Congo, dans toute sa complexité, dans toutes ses contradictions et dans toute sa résilience. On continue de suivre ça ensemble. À demain.